Bonjour, professeur Robert, bienvenue dans le cadre du cours PPA 6416. Il me fait plaisir de vous introduire aux étudiants et aux participants du cours et de vous inviter à nous parler du sujet de l'autodétermination, qui est un objet de recherche et aussi d'intervention. Je voudrais d'abord vous demander ce qui vous a amené à vous intéresser à ce domaine en particulier. Merci de m'avoir invité à participer à ce cours. Donc, comment je suis venue à m'intéresser à l'autodétermination? En fait, orthopédagogue de formation, je m'intéressais plutôt aux stratégies des étudiants et de voir comment on pouvait amener à développer l'autonomie des étudiants, notamment au secondaire et au postsecondaire. Donc, au fil de lecture et de survol de travaux, je me suis amenée à m'intéresser à l'autodétermination. Et peut-être que je peux faire un survol de qu'est-ce que c'est et de le définir. En fait, il y a la théorie de l'autodétermination, théorie motivationnelle de Deci et Ryan, qui est présentée et qui amène à développer trois besoins, l'autonomie, la compétence ou le sentiment d'appartenance ou d'affiliation des élèves. Et au fil des études et tout ça, je m'intéressais également aux étudiants en situation de handicap et pour eux, divers modèles ont été développés en ce qui a trait à tout le courant de la psychologie positive, mais aussi davantage axé sur les droits et responsabilités de ces étudiants en lien avec toute la législation entourant les personnes en situation de handicap. Et donc, à travers toutes ces études, je me suis plutôt centrée sur un modèle d'autodétermination de Field et Hoffman, dont la définition est que l'autodétermination est une combinaison d'habiletés, de connaissances, de croyances qui rendent une personne capable de s'engager dans une perspective d'avenir, de s'autoréguler et d'avoir des comportements autonomes. Donc, c'est dans ce contexte que je m'intéresse et il existe un modèle d'action pour l'autodétermination qui amène les élèves. Je parle d'élèves parce que autant l'autodétermination peut être spécifique à une population comme notamment les étudiants en situation de handicap. Ce qui fonctionne pour eux fonctionne pour l'ensemble des élèves. Donc, il ne suffit pas d'avoir des besoins particuliers pour développer notre autodétermination. Tout le monde doit le faire à l'intérieur de sa scolarité. Et donc, pour le modèle d'action pour l'autodétermination, ce qu'on souhaite avoir à la base, c'est un socle de connaissances sur lequel les étudiants vont ou les élèves vont amener à développer des comportements autorégulés. Donc, dans un premier temps, il faut avoir une connaissance de soi et de son contexte. Donc, développer une connaissance de ses rêves, de connaître ses forces, ses faiblesses ou ses défis, ses besoins, ses préférences tant pas juste sur l'alimentation, mais aussi ses préférences sur le plan des stratégies d'apprentissage, notamment des contextes dans lesquels on apprend mieux, des stratégies qu'on peut utiliser également pour étudier et autres. Il faut également connaître ces options, donc connaître différentes perspectives ou supports ou outils que l'on peut utiliser ou à qui on peut se référer. Donc, ça peut être autant euh, des outils, des personnes, notamment nos parents, l'enseignante, notre tuteur, l'orthopédagogue de l'école, nos amis, que des outils que l'on peut avoir, un carnet, des feuilles de stratégie, etc. Donc, il faut connaître également ses espérances. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite devenir, ce qu'on souhaite faire ou ce qu'on souhaite devenir et décider ce qui est important pour soi également. Donc, de choisir ou de catégoriser ou de hiérarchiser nos objectifs ou nos intentions. L'autre aspect qu'on doit avoir, c'est se valoriser. Donc, accepter qui nous sommes et ce, dans toutes nos sphères avec nos forces et nos défis. C'est un aspect important également lorsqu'on est un étudiant en situation de handicap.
découvrir, développer ses forces à partir de ses faiblesses également, ne pas juste s'appuyer sur son sort, mais aussi de voir qu'est-ce qu'un trouble déficitaire de l'attention peut nous apporter comme force, d'être capable d'avoir beaucoup d'énergie, d'être très créatif également à travers un diagnostic que l'on obtient et donc de pas seulement se définir par ce diagnostic-là, mais aussi parce que nous sommes comme personne. Euh, Connaître et respecter ses droits et responsabilités autant pour tout le monde. Donc, de voir le soutien auquel on a droit, mais également ça vient avec des responsabilités. Donc, comment le demander, comment faire la démarche pour obtenir des accommodements auprès notamment de ses enseignants lorsqu'on est au post-secondaire. Et prendre soin de soi est un élément aussi important dans la valorisation et développer et maintenir des relations positives, ce qui est également quelque chose d'important dans ce socle de connaissances et de valorisation de soi. Toutes ces connaissances vont amener à développer des comportements autorégulés en lien avec la planification, l'agir, l'évaluation, l'expérimentation. Donc, dans la planification, d'établir des buts, de planifier des actions pour les atteindre, anticiper les résultats possibles, faire preuve de créativité. La créativité est très présente là, dans l'autodétermination. Le penser en dehors de la boîte là, également et de visualiser ses actions. L'agir, je vous dirais que c'est le comportement ou l'action la plus importante. Donc, soit prendre des risques, communiquer, utiliser les ressources et les services, donc qui est très corrélé à la réussite également. Être capable de négocier, de gérer les conflits, la critique et de persévérer. Donc, ce sont des éléments qui sont importants, même si la planification et l'évaluation est aussi importante. Dernière étape, l'évaluation et l'expérimentation, je m'excuse, comparer les résultats obtenus avec ceux obtenus, comparer les performances aussi, réaliser les succès, faire les ajustements. Tout ça va amener à développer de nouvelles connaissances de soi, connaître ses forces, ses faiblesses, mais connaître aussi davantage les services ou les options ou les supports qui sont disponibles pour l'élève. Donc, c'est ce qui va faire aussi qu'il va pouvoir se valoriser par rapport à ça. Donc, avoir réussi une bonne session, avoir réussi une évaluation ou avoir réussi à compléter un projet ou une production écrite. Ça se développe et un aspect qu'on parle peu de l'autodétermination, c'est l'environnement dans lequel l'élève ou la personne étudiante développe ces compétences-là. En fait, il faut que l'environnement soutienne le développement de l'autodétermination. Et donc, ça, c'est une prémisse importante qu'on oublie souvent parce qu'on pense souvent que l'autodétermination est directement liée à la personne, mais il faut que l'environnement permette le développement de l'autodétermination, le développement de l'autonomie, le développement du sentiment de compétence, mais aussi d'appartenance. Donc, comment on fait comme personnel qui soutient ou comme professionnel qui soutient le développement de ces élèves-là, ben, c'est un peu ce qu'on va voir par la suite là, par de l'application dans différents contextes. Bien, merci, c'est clair et précis. Alors, c'est intéressant. En quoi, par exemple, dans le cas d'une difficulté à apprendre, le modèle peut être utile? En quoi il nous aide à mieux comprendre, ou en tout cas à mieux intervenir? Mais en fait, il va nous aider à comprendre les motivations de l'élève ou la motivation de l'élève qui est aussi importante, mais connaître également son environnement dans le sens de voir quels sont les supports et les opportunités qui lui sont offertes et de voir comment il est capable de soutenir ses forces et ses défis. Souvent dans l'élaboration de plans d'intervention ou dans la mise en œuvre là, d'intervention, on va travailler beaucoup sur les forces et défis de ces élèves-là, mais aussi la planification. C'est un peu à la base de l'élaboration d'une démarche d'évaluation orthopédagogique, on pourrait le voir de ce côté-là, mais d'impliquer l'élève également dans l'élaboration de ces interventions-là. Parce que au-delà de toutes les interventions qu'on va proposer, faut que le jeune soit disponible, engagé et qu'il souhaite et que ces interventions-là répondent à ses besoins à lui et qu'il s'engage dans la démarche. Donc, dans un premier temps,
Et je pourrais peut-être juste voir la prochaine diapo. Je m'excuse. Et l'autodétermination, c'est important parce que on va soutenir en fait toutes les politiques en lien ou tous les organismes qui soutiennent le développement, je veux pas dire le développement, mais qui soutiennent là, les personnes en situation de handicap notamment, mais pour n'importe quel élève, en fait, le besoin d'autonomie et le besoin de la responsabilisation est au cœur de tout ça. Et dès qu'on passe d'un cycle à l'autre, les exigences et les attentes sont accrues et lorsqu'on arrive notamment au postsecondaire, ben, nécessairement l'autonomie et la responsabilisation, c'est essentiel. Pour les élèves à besoins particuliers ou même pour n'importe quel élève, notre intention, c'est qu'ils deviennent autonomes et qu'ils développent des outils ou des stratégies qui fait que ils n'auront plus nécessairement besoin de nous comme professionnels orthopédagogues notamment. C'est qu'on souhaite qu'ils soient capables d'utiliser ou de réinvestir en salle de classe qu'ils ont vu avec nous. Donc, l'autonomie et la responsabilisation sont essentielles. Et donc, l'autodétermination s'imbrique dans toutes ces interventions-là un peu de manière macro, c'est-à-dire que si on engage l'étudiant ou l'élève dans sa démarche de rééducation, ben nos interventions ont plus de chances de fonctionner. Puis, on transfère également la responsabilité des interventions à l'élève pour qu'il puisse les réinvestir en salle de classe. Donc, pourquoi c'est si important, je dirais nécessairement l'autonomie, la responsabilisation, puis d'être capable de passer à travers chacun des cycles, en ayant des attentes réalistes aussi en fonction des cycles. Donc, on n'aura pas les mêmes attentes envers un élève en lien avec son autorégulation ou son niveau d'autonomie, de responsabilisation, qu'il soit au préscolaire, au primaire, au secondaire ou au postsecondaire, mais on peut moduler en fonction de ça tout en développant ses compétences. Merci. Est-ce que c'est utile justement dès le préscolaire? Comment est-ce utile au préscolaire? En fait, c'est utile à tous les niveaux. Ce qui est merveilleux avec l'autodétermination et pourquoi je trouve ça si intéressant, en fait, c'est utile, peu importe le niveau, peu importe qui nous sommes, et même à l'âge adulte également. Là, il y a différentes recherches qui s'intéressent également à la transition vers le marché du travail. Donc, comment on réalise nos objectifs là, sur le marché du travail. C'est une théorie également qui est utilisée en leadership là, en administration et autres là, en ressources humaines. Donc, ça s'utilise dans différents contextes. Au préscolaire, en fait, le programme de formation propose des éléments qui soutiennent le développement de l'autodétermination sans réellement le nommer, mais on parle de connaissance de soi, d'un axe de développement de connaissance de soi, d'exprimer ses émotions, de reconnaître ses besoins, réguler ses émotions, puis reconnaître ses caractéristiques. Donc, c'est lié à l'autodétermination, puis exprimer son autonomie, sentiment de confiance en soi. Je pense que c'est des notions ou des concepts qui sont imbriqués et donc qu'on va le développer. Donc, d'apprendre à se connaître comme élève du préscolaire, reconnaître ses besoins, qu'est-ce que j'ai besoin, moi comme personne, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins, connaître ses forces également, ben je suis peut-être à l'aise d'aller vers les amis versus un autre que c'est plutôt un défi, donc qui est plus amené à jouer seul. Donc, c'est des éléments qu'on va être capable d'identifier, mais d'amener les élèves aussi à s'identifier qu'est-ce qu'ils apprécient plus. Donc, le jeu individuel, le jeu avec les pairs. Donc ça, c'est au-delà de ce qu'on aime comme alimentation également. Est-ce que je suis plus intéressée par les histoires qu'on me raconte ou plutôt les différents jeux que l'on fait sur le plan des habiletés ou des notions en mathématiques, par exemple. Donc, d'apprendre à connaître qui nous sommes et ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Et puis, c'est beaucoup lié aux émotions, mais de réagir, mais d'expérimenter son autonomie, d'être capable de ramasser son matériel une fois que l'activité est terminée, d'être capable de développer une petite routine, de savoir qu'à tel moment, mais si j'ai, par exemple, prendre mon rang, que c'est le moment d'aller chercher ma collation. Donc, ce sont des éléments qui développent l'autonomie et donc au préscolaire, on peut travailler cette autodétermination-là également de cette façon-là, faire valoir également comme enseignante, faire valoir les réussites des élèves, les souligner également, c'est des éléments ou
des pratiques que l'on peut mettre en place. On peut aussi développer l'autorégulation là, en contexte préscolaire, donc en planifiant, en expliquant les différentes étapes, sans nommer ou si on veut le faire, nommer les différentes étapes. Donc, planifier ce qui s'en vient, planifier les actions, planifier les objectifs, demander aux élèves quels sont leurs objectifs par rapport à une activité, ça se fait, et de revenir avec eux pour de faire un bilan de l'activité, comment ça s'est réalisé et pour les amener à découvrir leurs forces et leurs défis par rapport à ceci. Bien, Donc, un merci. exemple au Oui, préscolaire. oui, c'est bien. C'est intéressant de faire le lien avec le programme, justement, qui insiste sur plusieurs de ces aspects. Exact, sans nécessairement les nommer, mais en fait, ça s'imbrique également très bien dans le programme du préscolaire, effectivement. Oui. Alors qu'on peut penser qu'au présco, on développe ça, mais je vous dirais qu'on peut le développer et c'est soutenu par le programme également. Bien. D'accord. Alors, au primaire, maintenant, comment Au est-ce que ça se primaire, en fait? fait, souhaitais vous proposer plutôt un exemple de la recherche. En fait, une équipe s'est intéressée aux pratiques enseignantes en soutien à l'autodétermination des élèves. Il y a une petite coquille, des élèves du primaire, que ce soit en contexte de pandémie ou pas. En fait, ça change pas beaucoup. Ce qu'ils ont observé, ils ont observé des pratiques enseignantes dans différents contextes, enseignement magistral, rétroaction, dans différents cadres. Et ils ont, à partir du modèle de Lucy et Ryan, qui est un peu différent du modèle que j'utilise, mais qui permet de développer l'autodétermination, ont identifié différentes actions ou pratiques qui soutiennent le développement de l'autodétermination, soit le besoin d'autonomie, le besoin d'appartenance et, je m'excuse mon dernier, le besoin de compétence. Donc, développer le besoin d'autonomie ou l'autonomie de nos élèves, ça s'imbrique également, quand je parlais de la psychologie positive, mais de tout ce qui est pratique à visée universelle ou aussi qu'on tend à développer, là, à mettre en œuvre dans nos écoles. Donc, offrir des choix à l'élève, ça permet de développer l'autonomie de l'élève, d'exprimer son opinion, donner les possibilités aux élèves, de dire qu'est-ce qui vous tente de faire, comment vous voyez l'activité, comment on pourrait la mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous aimeriez aborder? Donc, offrir des choix aux élèves, leur donner la possibilité de s'exprimer ou de choisir. Prendre des décisions aussi, de dire est-ce que vous voulez le faire de telle manière ou de telle autre, de choisir comment ils veulent mettre en œuvre un projet, de s'auto-évaluer, je m'excuse, d'offrir des défis qui sont réalistes, de reconnaître aussi une reconnaissance émotionnelle ou morale, là, de voir qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas, ou comment on peut se sentir par rapport à différentes activités, puis d'offrir de la flexibilité ou de la centration sur l'élève également. Dans les besoins de compétences, donc, il y a différentes pratiques qu'on peut utiliser, donc de donner de la rétroaction sur les objectifs ou l'avancement du travail, échanger avec les habiletés, les connaissances des élèves, les solliciter dans leurs habiletés, quelle stratégie tu peux utiliser, quelles connaissances on peut mobiliser dans le tel cours, qu'est-ce qu'on a vu antérieurement, quelle situation est similaire à ce que tu fais actuellement, quelle stratégie tu as déjà mobilisée ou autre dans le même contexte ou dans un contexte différent qui pourrait t'aider ici. Donc, de faire l'étayage du modelage là, qui peut soutenir le développement du besoin de compétences, de se fixer des objectifs selon la zone proximale de développement si c'est des termes que vous utilisez, d'avoir des attentes claires et réalistes, donc de dire aux élèves ce qu'on s'attend d'eux aussi, puis de les soutenir là, par le biais d'encouragement. Je pense que c'est tout en lien avec les théories de la motivation qu'on voit à travers différents cours. Besoin d'appartenance, bien, la proximité physique, les interactions sociales, le dialogue avec les élèves, les émotions positives aussi, découvrir les intérêts de ses élèves, apprendre à connaître ses élèves également, susciter aussi des discussions, des échanges qui vont permettre aux élèves de se connaître entre eux également et créer de nouvelles amitiés. Une communication positive aussi peut soutenir le besoin d'appartenance, considération authentique de l'élève, de l'empathie, puis encourager la coopération, mais également là, les interactions sociales, donc de favoriser des activités ou des situations d'apprentissage qui fait que les élèves vont interagir entre eux, vont travailler en équipe ou vont collaborer ou coopérer à travers celle-ci.
Donc, des exemples de pratiques simples là, qu'on peut déployer en salle de classe là, pour tous nos élèves et non pas juste nos élèves qui ont des besoins particuliers. Déployer selon les trois types de besoins, c'est Les pas trois types là. de besoins, effectivement, en vue de Oui. soutenir le développement de l'autodétermination, mais le besoin d'autonomie est là aussi, effectivement. Donc, comment on apprend à nos élèves à ne plus être dépendants de nous? Un exemple au secondaire maintenant. Comment Au ça? secondaire, je voulais aborder un exemple plutôt sur quelque chose que les élèves sont souvent peu impliqués, notamment nos élèves à besoins particuliers. C'est par l'intermédiaire du plan d'intervention. En fait, toute une équipe de l'Université Laval ont travaillé sur J'ai mon plan. Donc, c'est un plan un plan d'intervention autodéterminé où l'élève a sa place, donc à l'intérieur là, du déploiement du plan d'intervention. Donc, c'est lui qui va soutenir, qui va participer à l'élaboration de son plan d'intervention, un peu comme je le mentionnais plus tôt, là, donc de l'impliquer. Et donc, ça fait qu'on a davantage de chances que les objectifs soient atteints. Donc, de l'impliquer à toutes les étapes, à la planification, mais aussi à l'étape de mise en œuvre, là, tout ce qui est en lien avec les comportements autodéterminés, l'action, la planification, l'action, puis la révision de celui-ci. Donc, lui demander ce qu'elle a le goût de travailler, lui demander d'établir ses propres objectifs également, lui demander quel support il aimerait avoir et autres. Donc, c'est vraiment de développer toute la connaissance de soi, mais aussi de l'impliquer, donc développer sa responsabilisation, puis son autonomie, puis son sentiment d'appartenance aussi à ça, pour voir comment on peut mettre en œuvre, comment l'équipe autour de lui peut le soutenir dans sa réussite ou dans l'atteinte de ses objectifs. Donc, c'est un outil super bien élaboré avec lequel on peut travailler très facilement. Est-ce qu'il est disponible sur Internet à Il toute est, il est personne? disponible en ligne, donc dans n'importe quel moteur de recherche, vous tapez J'ai mon plan. Il y a un numéro thématique de la revue FUCAD là, qui est dédié à cet outil. Donc, c'est accessible là, pour tous. Et il y a même un MOOC également qui est disponible là, pour soutenir toutes les personnes qui souhaitent s'intéresser ou en apprendre davantage sur mon plan autodéterminé. Bien, merci. Ressources intéressantes dans la partie aussi d'évaluation. Pour le Oui. poste secondaire maintenant, qu'est-ce Ah, pour le que... post-secondaire, bon, mon intérêt, en fait, je donnais un exemple aussi dans le cadre qui est J'embarque, qui est un service de soutien pour tous nos étudiants, là, peu importe les défis qu'ils vont rencontrer au cours de leur scolarité. En fait, ce qu'on souhaitait, c'était de mettre en œuvre le cadre ou le modèle d'action de l'autodétermination dans des pratiques orthopédagogiques, donc auprès d'une population postsecondaire, soit des étudiants universitaires, peu importe les défis qu'ils rencontrent, que ce soit sur le plan des résultats qui sont sur le point d'échouer une session, le fait qu'ils sont un peu dépassés, le fait qu'ils ne réussissent pas à mobiliser les bonnes stratégies. Donc, l'intention de cet outil-là, c'est d'apprendre à se connaître également. Donc, l'objectif, c'est de favoriser le développement de l'autonomie, de l'engagement puis de la responsabilisation, les trois besoins à la base là, de la personne étudiante face à son rôle étudiant par la mise en place d'un accompagnement qui prône les principes de l'autodétermination. Donc, quand l'étudiant fait la demande, en fait, ce n'est pas imposé, c'est une demande, l'étudiant vient vers la ressource, là, donc c'est un consentement libre et éclairé peut-être moins, mais c'est un consentement libre. Donc, l'étudiant est amené à répondre à un questionnaire d'abord qui va l'amener à mieux se connaître, donc connaître ses forces, ses défis, ses besoins, connaître les supports, mais aussi le mettre dans une perspective d'engagement vers la modification de certains aspects qui ne fonctionnent pas dans son métier étudiant. Donc, on l'amène à connaître aussi ou à prendre connaissance de différents aspects. Donc, quelles sont les ressources ou les supports qu'il a mobilisés depuis, quelles sont ses attentes par rapport à, au service aussi, de voir qu'est-ce qu'il attend, puis quels objectifs, qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il vient chercher. Donc, une fois que c'est fait, la personne rencontre l'étudiant et sous
différentes pratiques, donc beaucoup le questionnement, beaucoup l'empathie, puis la communication ouverte. On va amener l'étudiant à identifier ses objectifs d'intervention, mais aussi identifier les actions qu'il va mettre en œuvre. Et donc, ce n'est pas l'orthopédagogue qui va mettre en œuvre les interventions, c'est plutôt l'étudiant. Et donc, à travers différentes situation, mais c'est beaucoup en contexte authentique, là. Donc, on va amener l'étudiant à développer les actions qu'il va mettre en œuvre. Donc, s'il a peur de rencontrer un enseignant ou s'il vit une situation d'échec dans le cadre d'un cours, on va l'amener à identifier ce qui va pas, d'amener à identifier les actions ou les pistes d'intervention qu'il devrait faire. Et en dernier recours, si la personne dit, ben, j'ai pas de stratégie d'apprentissage, j'ai pas les bonnes stratégies d'études, alors là, on va lui demander, est-ce que peut-être qu'on va solliciter aussi de dire dans d'autres contextes comment tu as travaillé ou comment tu réussis. Et si on vient à la fin à se rendre compte qu'il y a un besoin de développement de stratégie, alors là, l'orthopédagogue va l'amener vers une variété de stratégies ou vers la modélisation de stratégies là, pour voir qu'est-ce qui lui convient le mieux. Et donc, à travers ce plan de développement qu'on va appeler plutôt en contexte postsecondaire parce qu'on ne parle pas de plan d'intervention, donc on va voir aussi puis réévaluer les résultats en fonction des actions que l'étudiant les actions que l'étudiant a mis en œuvre. Donc, c'est un contexte aussi. Je dirais que d'un point de vue orthopédagogique ou de la personne qui est professionnelle, je dirais que c'est un peu un changement de posture. Donc, on va amener beaucoup plus les questions et pour développer l'autonomie, c'est de pas de faire à la place de, et donc c'est de l'amener à le faire par lui-même. Donc, de pas écrire les courriels aux enseignants, c'est lui qui va élaborer son propre plan et non pas la personne professionnelle. Bien, Donc, merci. C'est un vraiment exemple, oui. intéressant de voir aussi à chaque niveau, puis avec la variété des exemples donnés, comment à la fois c'est travaillé dans la recherche, mais aussi dans l'intervention, comment c'est présent dans les programmes, et puis aussi dans des soutiens de sites Internet. Peut-être que vous Exactement. Oui. engagez des étudiants dans vos recherches. Alors, Oui, et on s'intéresse beaucoup, c'est ça, à l'autodétermination postsecondaire. Un aspect qu'on a pu mentionner, c'est que nos étudiants du postsecondaire, notamment à l'université, autant c'est des compétences et des connaissances qu'on doit mobiliser, autant nos étudiants, notamment en situation de handicap, les possèdent peu. Et donc, c'est ce que la recherche nous mentionne et ce qu'on a observé. Donc, une faible connaissance de soi, une faible valorisation de soi. Et ce qu'on observe beaucoup, c'est que les actions, ce qu'on met en œuvre, c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur notre réussite. Donc, c'est important de le promouvoir, l'autodétermination, de le faire connaître et de l'utiliser en contexte d'intervention pour tous nos étudiants, notamment nos étudiants en situation de handicap. Et donc, c'est sur quoi l'équipe travaille, les étudiants au doctorat et à la maîtrise également s'intéressent. Donc, s'il y a des étudiants qui souhaitent faire le saut en recherche et qui s'intéressent à l'autodétermination, l'équipe est disponible pour les accueillir. merci, merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié.